Apéro spécial playoff. Les playoffs 2022. Belle cuvée. Bon petit playoff, hein. Ah ouais, je kiffe bien moi. On se régale comme il faut. C'est sale, mais pas mal de matchs assez sales. Mhm. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Il y a des matchs, il y a une des deux équipes qui est pas venue pour jouer, donc c'est vrai que ça gâche un peu le spectacle. Quelques blowouts. Ouais, il y a quelques blowouts un peu crado, tu te demandes ce qui s'est passé. Mais par contre, il y a beaucoup de matchs où tu prends du plaisir devant des matchs, où l'adresse n'est pas au rendez-vous, mais pour des bonnes raisons, genre parce que ça défend bien, parce que ça joue dur. Ça chouine énormément, mais c'est vrai. Ah, c'est la logique. Hein. Mais en même temps, ce sont des joueurs qui... On a affaire à des joueurs qui sont prêts à tout pour gagner. Là, dans pas mal d'équipes, t'as des joueurs qui sont prêts à tout pour gagner. Il y a beaucoup à jouer. Ouais, pour certains, il y a des comebacks, il y a des champions qui veulent être champions, il y a des nouveaux qui veulent prendre la place des grands. Il y a des réputations en jeu aussi. La réputation en jeu. Donc on s'installe tranquillou. Au moment où nous tournons cet apéro, nous avons 5 matchs de jouer. On a 4 séries de demi-finales à 5 matchs, tout à 3-2. Tout le monde est à 3-2. Tout le monde. Donc on va faire le petit point sur ces différentes séries, puisque nous avons 2 séries à l'Est, 2 séries à l'Ouest. Ouais, après il y a le bon 3-2 et le mauvais 3-2. Et c'est ça, il y a des 3-2 où il y a 2-2 et tu mènes 3-2, il y a le 3-2 où tu mènes 3-1 et tu perds le 5e. Ouais, il y a le 2-2 où tu mènes 2-15 dans le 4e quart et finalement tu te retrouves mené 3-2. Tout à fait. Il y a le 3-2 où tu espérais vraiment faire un résultat à l'extérieur, mais la réalité fait que tu peux pas. Non. C'est comme ça. Tout à fait. Et donc on va rentrer dans le détail de ces séries. Alex, j'ai même pas envie de perdre de temps. Tu veux commencer par où, par quoi ? Comme tu veux. Bucks Celtics. Ouais. La meilleure série est-ce qu'on peut... de ces 4 demi-finales, pour moi, c'est d'assez loin la série plus folle, quoi. La plus... Enfin, bref, c'est niveau de jeu de ouf. Est-ce qu'on peut parler justement de cette série ? On était sur une dynamique assez folle. On avait démarré avec une victoire des Bucks à Boston. Boston a égalisé à 1-1. On est allé à Milwaukee. Giannis s'est énervé gentiment. 2-1. On est revenu sur 2-2 avec une extraordinaire deuxième mi-temps de Monsieur Al Horford et de Jason Tatum. Des Celtics d'une manière générale, et des Celtics au global. Il était complètement dingue. Match 4. Et on est revenu sur ce Game 5 au TD Garden en se disant tiens, Boston momentum, le vent est dans le dos, la rencontre se déroule bien et puis Servillet sur la route, attention au passage. Quel match, putain, quel Game 5. Faut saluer tout de suite. Après, il y a plein de choses à dire. Mais je veux dire, vu le niveau de jeu de Boston, qui est quand même, genre vraiment, qui est ouf. Genre même avec leur dynamique de deuxième partie de saison, à titre personnel, je pensais pas qu'ils pouvaient, dans la durée, être aussi réguliers dans un niveau de jeu déjà défensif. Franchement. Tu peux difficilement défendre mieux. Grant Williams... Pas que lui, il est pas tout seul, mais juste il y a un petit côté symbole, Grant Williams. Mais bien sûr. Le mec, il donne son corps, mais genre une attaque sur 2, quoi. Enfin, c'est un malade. Ça se voit tout de suite. Quand il avait été drafté, on espérait compter sur cette espèce de mélange bizarre entre du Draymond et du PJ Tucker, etc. Et ça se voit, là, le potentiel très fort. Il a défendu sur du Giannis, il a très bien switché sur d'autres situations. En attaque, on a le droit parfois du très bien comme du moins bien. C'est comme ça. Mais défensivement, Boston donnait le ton. Et c'est vrai que sur ce Game 5, tu te dis, ok, ça se déroule bien. T'as Tatum et Brown qui font le boulot, t'as Horford qui est au putback, t'as des garçons qui font le travail. Tu tiens en fait face aux Bucks. Mais tu fais plus que tenir. À l'entrée, à la fin du 3e quart, ils ont 8 ou 9 d'avance. Ils ont même un momentum en début de 4e quart, là où il y a un run de 7-0, si je dis pas de bêtises. Ils se retrouvent à plus 14. Oui. Ils se retrouvent à plus 14, il y a Al Horford qui met des putbacks. Incroyable. Non, mais c'est jeunesse. Al Horford, franchement, c'est très impressionnant ce qu'il fait à 36 ans, quasi. Là, il va avoir 36 ans là, dans pas longtemps. C'est très, 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 très impressionnant. Et je parlais de Grant Williams. Tu sens que Grant Williams s'entraîne avec Al Horford. Et tu sens que Grant Williams arrive à développer sa personnalité de bully un peu vice, agressif, tout en amenant l'intelligence d'Al Horford. Il s'entraîne avec Al Horford, il s'entraîne avec Marcus Smart. Tout à fait. Non, attention, il s'entraîne avec lui. Résultat, il prend un petit peu de tout de droite et de gauche. Mais c'est vrai que quand t'es Boston, tu te retrouves dans ce momentum et tu te dis, on va faire le travail. 9 minutes de la fin. Et normalement, on est loin des histoires de cet automne où, lorsque Boston menait de 14 points, on se disait « Oh là là, il va y avoir égalité dans ce merdier parce que Boston va craquer ». On a vu une deuxième partie de saison différente, mais petit à petit, le champion en titre fait son nid et il faut à un moment dire ce qui est, ne jamais sous-estimer le champion en titre. Jamais, même quand vous pensez qu'il est terminé, eh bien il y a une force collective aussi une sérénité, je trouve,
côté Milwaukee, dans la fournaise du TD Garden, de revenir intelligemment, défensivement, de prendre action par action et de punir là où ça fait mal. Et de toujours se relever même quand ils prennent des coups. Mais oui. C'est-à-dire que... Donc là, parce que j'ai noté, parce que comme j'ai fait un petit thread Twitter, parce que je fais des threads maintenant. Ouais, Twitter, du coup, je prends des notes avant. Là, j'ai noté, il y avait bien plus 14. Il y avait 93-79, mec. T'as tout me déroule, hein. Les Bucks, c'est le score final, c'est 107, 110-107. Les Bucks leur ont mis un... Attends, mais c'est un truc de... Ah ouais, putain. Ils leur ont mis un 31-14 sur les 9 dernières minutes au TD Garden. Passer 31 points aux Celtics là, en 9 minutes, déjà c'est compliqué. En encaisser que 14 quand Tatum est chaud, c'est pas si simple. Giannis, Grant Williams et Al Horford, franchement, est-ce qu'on fait tellement mieux en défense sur Giannis depuis qu'Giannis est en NBA? J'ai pas l'impression, vraiment. Alors, depuis qu'il est en peut-être NBA... les Raptors... depuis récemment Giannis, parce que depuis qu'Giannis est en NBA, il y a quand même eu des titres. Non, mais oui, mais ce Giannis-là, ce Giannis qui est prime. aussi fort de ouf... Tu vois, les Raptors, ils ont fait un truc de ouf en 2019 sur Giannis. Je pense pas qu'Giannis était aussi bon qu'il ne l'est aujourd'hui, mais c'est quand même un truc chiant, mais avec Kawhi... c'est Miami Bull. Ibaka... Miami Bull. Miami Bull, le mur, Jay Crowder, Iguodala, Jimmy Butler, etc. Ils ont fait un travail de salaud sur Giannis. Mais c'est rare de voir un travail qui est aussi bien fait. Et c'est vrai que Prime Giannis, en année suivante de bague, qui se pointe et qui certes fait ses moyennes, mais chaque tir est contesté, chaque pénétration est musclée. Il faut vraiment que... Enfin, je veux dire, même les pourcentages de Giannis, habituellement, on est là, genre le mec il a 80% dans la raquette. Il y a eu beaucoup de matchs où en fait on est là, genre 30 points en 26 tirs. Enfin, il y a eu vraiment des situations où on s'est dit genre waouh, tu peux difficilement mieux défendre sur lui. Et là, il finit en 40 points, 11 rebonds, quoi. C'est ça aussi. Non seulement il finit en 40 points, 11 rebonds, en plus, quand les Celtics remettent un petit coup, là, ils repassent à plus 6, il met un 3. Il met un 3, quoi, alors qu'on peut pas dire que les 3 points... Je veux dire, quand t'es les Celtics, Yannick qui pull up à 3... Yannick qui pull up à 3... pardon, mais t'es content, c'est une bonne défense. Ces soirées-là. T'as une bonne défense, c'est vrai, c'est que t'as bien défendu. Là, il n'y a pas nié. Et il en a déjà mis, on s'en souvient à Brooklyn l'année dernière, et même je pense que les fans des Bucks pourront confirmer, les pull-ups de Giannis à 3 points, on entend pas mal de fans des Bucks qui disent « Non, fais pas ça !» Mais ça rentre. Là, celui-là, il rentre, il fait trop du bien. Derrière, il y a une grosse défense, plus un 3 de Jrue, et là, t'es à égal. Il reste une 30, une 20, mais il reste pas longtemps. Ouais. Et là, on se rend compte que dans ce quatrième quart, ce que les Bucks ont fait de plus impressionnant à mon sens, c'est qu'ils ont imposé un rythme accéléré aux Celtics. Ils ont imposé leur défense. Elle est dure, leur défense. Budenholzer, on parle pas beaucoup de lui dans cette série. L'autre, il fait non, Brook Lopez. Reste sur le banc, je vais miser sur Bobby Portis. J'ai l'impression des rebonds à Boston. J'ai l'impression qu'il y a un petit rebond offensif en fin de match qui fait beaucoup de mal de la part de Bobby. Bobby Portis, il fait un match là sur le Game 5. Il fait un match. C'est un gros double-double. Ouais, c'est un 15-15. Hein. Ouais. C'est lourd. Et l'impact, même au-delà du 15-15. Wow. Enfin, c'est vraiment c'est un sacré pari de la part de Budenholzer, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut savoir appuyer sur les bons boutons, et tu sens que ce groupe se connaît en fait. Tu sens que, évidemment à Boston aussi ils se connaissent, mais à Milwaukee tu sens que là il y a personne qui dit genre mauvaise décision ou quoi que ce soit. C'est le bouton sur lequel il faut appuyer. Ouais, il y a ça, il y a cette faculté qu'ils ont eue à l'extérieur à revenir de moins 14 en une 8-9 minutes dans un quatrième quart crucial, et ils l'ont fait en imposant leur rythme, leur défense, leur dureté et leur rythme à des Celtics qui, à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils montaient la balle tranquille, ils faisaient couler un peu l'horloge, ils avaient envie de jouer demi-terrain, ils avaient envie de ISO Tatum par exemple, tu vois, ou Tatum qui drive avec un... C'est ça dont ils avaient envie. Et derrière c'était bam, 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 et vas-y Giannis, cours et tout. Franchement, très impressionnant de la part des Bucks. Franchement, c'est très très impressionnant. Gros pas de Connaughton, des gros shoots venus de... Parce que... C'est énorme. Parce qu'il y a des... Souvent on retient les paniers... Les paniers qui égalisent, souvent on retient, ou les runs, etc. Mais il y a des très gros 3 points de Pat Connaughton où en fait t'es à moins 12 et tu passes à moins 9. Et... Tout à fait. T'en avais besoin. Et t'en as besoin parce que si tu prends bucket derrière, le momentum il est foutu. Et là, ces shoots-là de Connaughton, moi j'étais impressionné parce que c'est ceux où en fait t'es là genre... Je crois que les fans de Boston, quand ils voyaient les shoots de Pat Connaughton, ils étaient là genre « Ah !»
Putain, il les maintient dans ce putain de match. Il est à combien, Patoche ? Il est à 13 points, 4 sur 7 au tir, 3 sur 5 de loin, 2 sur 2 au lancer. Pas n'importe quel lancer, hein, c'est le 109e et le 110e point. Et il n'y a pas de Connaughton dont il faut souligner le travail. Et puis alors, il y a Wes Matthews. Wes Matthews. Il fait une série, là. Parce que Tatum, on se rend pas compte, mais Tatum, il est exceptionnel. Franchement, il score face à une défense vraiment compliquée. Il score beaucoup. C'est le deuxième match de suite à 30 points de Tatum, il en a fait plusieurs. Enfin, et pourtant, le travail de Wes Matthews sur lui, ou de Jrue, ou de Pat Connaughton, ou de temps Giannis, enfin, tu vois, la défense des Bucks, elle est quand même, elle est ultra relou. Hein. Il n'y a pas Middleton en plus. Hein, on le répétera non, mais jamais Matthews assez. fait une pure série. Matthews fait vraiment du bon boulot. Lui aussi, il a mis un gros 3 à un moment où il fallait depuis le corner, là. T'en as besoin de deux qui rentrent, mais défensivement, il est sur la ligne de passe, il est sur le dribble, il gêne, il fait chier. Et du coup, c'est vrai que Matthews a encore fait le travail. Tu sens que c'est des vétérans, quoi. Les mecs sont arrivés, ils se sont dit genre c'est une win de champion en titre. Et puis après, il y a les deux plays défensifs de Jrue Holiday. Jrue Holiday, offensivement, il fait un match, il a mis des paniers importants, mais on peut dire que c'est un match quand même avec des pourcentages pas ouf, des pertes de balles peut-être évitables et tout. Mais l'autre fait 2 plays défensifs en fin de match. Voilà. C'est Jrue Holiday, donc limite on n'en parle pas suffisamment, mais si c'était un joueur superstar qui faisait ces plays là, mais on parlerait que de ça. C'est toute la carrière de Jrue Holiday de toute façon. T'es d'accord, hein, c'est un truc de fou. C'est Jrue Holiday. Il y a le défenseur de l'année qui drive pour essayer de gagner le match. C'est pas la meilleure idée d'ailleurs. Non, ça c'est sûr, mais après la défense de Milwaukee était bien foutue, ils ont fait gaffe à ce que Tatum puisse pas avoir le ballon, enfin des trucs... Tout à fait, mais les impros de Marcus Smart de fin de match... Je suis d'accord, elle est pas ouf celle-là, mais quand tu revois l'action, moi aussi c'est la première réaction que je me suis dit, après quand tu revois l'action tu dis bon c'est vrai que les angles de passe sont compliqués, enfin faut qu'il fasse quelque chose, mais ce qui est assez incroyable et très symbolique, c'est que le défenseur de l'année fait un drive, et il se prend un move de défenseur de l'année. C'est le deep boy. Hein. Le contre de Jrue Holiday avec je récupère la balle, je fais gaffe à pas mettre mes pieds en touche et j'ai le réflexe de la jeter sur le torse de Marcus Smart pour gagner la possession. Si jamais Milwaukee va au bout, on va revenir en arrière, on va faire ok d'accord. C'est un momentum play. Donc en fait ce play là dans le game 5 des demi-finales de conf en Bien fait sûr. Et on a tendance à se souvenir de cette action et de la photo parce que le contre sur Holiday le contre sur Smart est super, mais mener de 3 et Marcus Smart qui remonte le ballon et faire le clean swipe, c'est-à-dire vraiment de prendre la balle alors que... Il met le câble couvercle, là, mais je trouve que limite cette action elle est aussi importante que la précédente parce qu'en fait il reste 3 points de retard et Boston peut tout à fait égaliser. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, terrible pour les fans de Boston qui ont vu cette action ralentie, Tatum est à l'opposé, seul à 3 points. Et tu te dis si Marcus Smart a la tête levée et qu'il la donne au bon moment, ça peut finir dans les mains de Tatum qui peut égaliser. Non, Holiday met la bonne main, il intercepte le ballon et le coup de clim que ça représente au TD Garden, c'est-à-dire qu'il va même pas au panier, non, juste il dribble vers son banc et il fait les gars. C'est fini. Chronopost. Très très fort. Bobby Portis qui lève le doigt et tout machin. Moi ils m'ont vraiment impressionné parce que ce que fait Boston est énorme sur cette série. Elle n'est pas terminée. Non, elle n'est pas terminée. Hein. Boston, ils ont de la ressource mentale. Parce que ce qu'ils ont fait au Game 4, après avoir après être mené 2-1 après le Game 3, c'était fort. Bien sûr. Mais là, ce qui les attend au Game 6, c'est encore un autre délire. Hein. Tout à fait. Et Boston, la série n'est pas terminée, ils sont capables de forcer un Game 7 et ce serait énorme. Ce serait à l'image de cette série. Mais putain, ce que font les Bucks en Middleton. Extraordinaire. Ils sont forts. Hein. Ils sont très très forts. Parce que là, il leur manque Middleton. Je veux dire, normalement, Middleton, c'est leur meilleur joueur offensif dans le Money Time, quand il y a un Money Time serré. Sans Middleton, dans un Money Time serré, ils ont trouvé les ressources collectives et défensives pour non seulement faire un comeback, mais en plus finir le travail. Franchement, immense respect aux Bucks. Et vraiment, je répète, cette série, vraiment, moi, honnêtement, le niveau de jeu et de rivalité, de dureté, de défense des deux côtés, chaque équipe, je veux dire, défend hyper bien, dans des styles assez différents et tout. Je trouve que c'est une... Alors déjà, cette année, c'est pour l'instant la meilleure série de ces playoffs, clairement. Enfin, il y a d'autres séries qui sont intéressantes, hein, on va en parler là, en demi-finale de conf, l'ennemi de conf. Hein. Mais là, waouh. Mais même si tu regardes les playoffs de l'année dernière... Il y a eu des séries évidemment qui étaient hyper intéressantes, hein, mais c'est vrai que... Là, il y a un niveau d'intensité là. Ouais, il y a plein de gens avant la série, on en avait parlé, qui disaient c'est un peu la finale avant l'heure, parce que tu sentais que les deux équipes sont tellement fortes et conscientes de leur force et sont capables de contribuer de côté du terrain, profondeur et tout ça. Tu le vois que quelque part c'est peut-être une finale avant l'heure et que le vainqueur de cette série va peut-être aller au bout, on verra. Parce qu'il y a quand même Phoenix de l'autre côté. Il y a même le Heat. Hein. Il y a le Heat. Faudra voir. Hein. Et tout le Heat.
au moment où on parle, le Heat, il n'est pas qualifié. Hein. Non, on va en parler d'ailleurs. Et Miami aura envie, le couteau entre les dents, de montrer qu'en fait c'est bien eux le numéro 1 de l'Est. Ça se trouve, ça sera Joel Embiid qu'il faudra affronter en finale de conf. Ou Miami sera champion, et ce sera le juste titre d'une équipe collective qui cartonne, on va en reparler. Mais c'est vrai que là, le niveau de jeu est exceptionnel, et est-ce que... On a tendance à chaque fois à classer, etc., les joueurs et à dire, bon voilà, au niveau du MVP, c'était entre Jokic et Embiid, etc. Bref. Est-ce qu'on peut acter, je sais pas s'il y a besoin de mettre une date, mais est-ce qu'on peut acter le fait que Giannis est le meilleur joueur au monde ? En ce moment, oui. C'est indiscutable. N'en déplaise à tous ceux qui, à raison, enfin, dire à raison, je les comprends, qui disent c'est pas beau, j'aime pas. Ah, j'en ai T'aimes pas ? Ouais, mais c'est le plus fort. C'est le plus fort. Des deux côtés du terrain. Il a un niveau de conscience. Moi, ce qui m'impressionne dans cette série, leadership. Et ce qui m'hallucine vraiment son niveau, c'est que ça y est, tu vois qu'il a gagné la bague et donc il a une. Hormis le début du game 2, on a dit genre, what, c'est quoi si Giannis et tout ? Le mec est. Genre, chaque possession maintenant, c'est 90% de bon choix. Et puis il y a un côté, assez impressionnant chez Giannis dans sa force mentale. Il y a un côté genre. En fait, ça y est, Boston le réalise, tout la NBA réalise aussi, mais on a déjà un peu capté l'année dernière, mais là c'est presque encore plus incroyable, c'est quoi qu'il arrive, Giannis va revenir à la charge et ça va finir par craquer. Mais il est jordanesque, il est Bryantesque. Il y a un truc incroyable. Ah, bien sûr, il a le Mamba Spirit, quoi. Il a le truc de j'y retourne. Il est d'une agressivité, mais... En fait, quelque part, c'est maintenant qu'on comprend aussi un peu mieux la manière dont Milwaukee l'a utilisé les années précédentes. On se disait genre, pourquoi est-ce que Budenholzer aussi, parfois, tu sais, il le sortait. Et avec le titre, on a aussi compris que ce mec joue tellement à sa taille intensément, tellement il se donne à 4000 que tu peux pas jouer 40 minutes comme ça. Et que s'il le fait, eh ben, t'as des performances légendaires, en fait. On est en train d'assister à un joueur all-time qui est dans son prime. Milwaukee mène 3-2, pardon. Et là... Ils ont l'occasion de faire le 4-2. Ils ont l'occasion de faire le 4-2 ou même de gagner 4-3. On verra. Part, s'ils veulent finir la série, franchement, ils ont plutôt intérêt à la finir à la maison parce que retourner au Game 7 au TD... En étant mené de 14 et tout, no. On verra ce que ça va donner, mais waouh. Hallucinante série. On va suivre évidemment le Game 6. Alex, on avait mis tous les deux que Boston passait en finale de conf. Moi, j'avais mis 4-3 Boston, donc je suis encore largement dans les clous. Moi, j'avais mis 4-2, donc je suis largement dans les clous. 4 de qui ? J'avais mis 4-2 Celtics. Bah là, il faut que tu vois avec Brandon Jennings, mais ça va être plus compliqué. Voilà, c'est une private. Les vrais auront la ref. Hein. Les vrais auront la ref. Voilà. Non, cette série, elle est incroyable. On finit en 6 ou en 7 ? C'était une bonne vidéo. Hein ? On finit en 6 ou en 7 ? Game 7. En fait, la question, c'est est-ce que les Celtics peuvent aller à Milwaukee ramener la série ? Ils peuvent. Oui. Mais là, je trouve que... Moi, j'aurais tendance à dire que là, il y a vraiment... en fait, je serais très surpris que Milwaukee finisse pas. Moi, je serais pas surpris. Ah ouais ? Moi, je serais surpris. Moi. Ils sont très forts, Boston. Putain. Ouais. Et là, ils peuvent s'en mordre les doigts et peut-être qu'émotionnellement, ça fait très mal cette défaite. Mais... ça fait mal celle-là. Mais ils ont les ressources. Ah, bien sûr. Non, mais c'est pas pour rien qu'on avait pronostiqué Boston avant la série, surtout qu'il n'y a pas Middleton et il va bien y avoir un moment où il va falloir que ça se voit et que ça pèse. Tu vois, par exemple, moi, dans le Money Time de la nuit dernière, là, je me disais, sans Middleton. En fait, non, pas de Connaughton. Je roule les plays défensifs. Giannis qui continue à pilonner. Budenholzer qui fait les bons choix. Enfin. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que ça finit en 6, en 7 et qui va aller en finale de conférence ? On boucle la conférence Est en parlant de notre série entre Philadelphie et Miami. Au moment où on parle, 3-2 pour Miami. 2-0 pour commencer. Pas de problème. Joel Embiid revient. 2-2. Gros James Harden sur le Game 4. Très gros James Harden. Tout à fait. Joel Embiid avec son leadership et son côté warrior déterminé qui inspire ses coéquipiers. Ouais, c'est bien. Indéniablement. Grand respect. Sur ce que fait Joel parce qu'il est blessé au pouce. Ensuite, il se prend, c'est un coup de coude de Siakam qui lui abîme le plancher orbital. Ouais. Apparemment, c'est quand même un truc genre bien douloureux, bien relou. Il devrait pas jouer. Exactement. Il devrait pas jouer. Maintenant, c'est les playoffs, donc il décide de jouer quand même. Il revient Game 3, Game 4, ça gagne à la maison. Avec effectivement, tu l'as dit, le 4e carton de James Harden lors du Game 4. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau, le barbu. Ça faisait plaisir. C'est vrai, hein ? Bien sûr. Après, c'est vrai que sur le Game 5... Le Game 5, c'était retour sur Terre. La vache ! Miami a vraiment déroulé.
Et Jimmy Butler le disait lui-même, s'ils défendent comme ça Miami... Jimmy Butler, on en parle de ses playoffs ou c'est comment? Rien, je posais la question. Hein. Genre, il y a Giannis. Quel leader aussi, lui. Il y a Giannis, mais il y a qui fait vraiment des meilleurs playoffs que Butler? On a discuté. Il y a quoi? Il y a Tatum, Luka. Luka, pas mal ses playoffs quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est correct, non, j'ai l'impression. Mais Jimmy Butler, en termes de régularité, il regarde tout le monde. Hein. Et puis Jimmy Butler, il a un truc, c'est que, dis donc, défensivement, c'est pas Luka Doncic, quoi. Tatum, dans le côté two-way dans l'aile, et vraiment fait des playoffs immenses. Il y a Giannis et après Butler, on discute quoi. Et c'est vrai que Miami peut compter sur un gros Jimmy Buckets. Inquiétude sur la cuisse de Kyle Lowry. Vraie inquiétude. Gros Victor Oladipo. Bam Adebayo qui se réveille. Miami a vraiment l'opportunité de l'emporter 4-2 et quelque part, avant qu'on passe à la série Phoenix-Dallas, si Miami est à la hauteur de ses ambitions, ils finissent en 6 là-bas. Alors la grosse différence de la série d'avant dont on vient de parler, Bucks et Celtics, c'est que les Bucks, eux, ils l'ont fait à l'extérieur, donc ils ont l'occasion de finir chez eux. Ouais, personne n'a gagné à l'extérieur dans cette série. Dans quelle série? Miami-Philly. Ah voilà, exactement. Et Philly a montré qu'à la maison, il rigolait pas du tout. Mm-hmm. Et le Heat a montré, à l'inverse de la série Celtics-Bucks, il y a eu des matchs où une équipe a vraiment dominé, mais on sentait qu'il y avait quand même, dans les deux matchs, genre ça s'est vraiment fighté. Je trouve que dans la série Heat-Sixers, j'ai trouvé le Heat vraiment très décevant à Philadelphie. Et là, j'ai trouvé Philadelphie très décevant à Miami sur le Game 5. Et donc, je me dis, est-ce que le Heat va être encore une fois décevant à Philadelphie ou est-ce que le Heat est capable de venir et de dire, attendez, Joel Embiid, il est blessé. James Harden, c'est bon, il a fait son gros match, donc maintenant on n'en parle plus, c'est derrière. Ouais. Nous, bonjour, on est le Heat. Ok, on n'a pas Kyle Lowry, mais on est largement capable de jouer sans lui. De toute façon, le peu qu'il a joué, Kyle Lowry, honnêtement, je sais pas si c'est très souhaitable pour Miami qu'il soit sur le terrain en ce moment. Honnêtement, hein. Moi, m'a fait un peu pitié, Kyle Lowry, c'est le game. Non, c'est inquiétant. 3... T'es d'accord, hein? C'est inquiétant. C'était pas bon, hein. C'est inquiétant. Donc, tes Spoelstra, tu souhaites pas forcément mettre Kyle Lowry sur le terrain. T'es très content avec Gabe Vincent, Max Truss. Ou la Dipo Tyler Hero. Et la Dipo Tyler Hero, voilà, exactement. Donc, le Heat, vu la branlée qu'ils ont mis là à Philadelphie, est quand même favori du Game 6. Mais. Faut s'attendre à un gros game défensif. Jimmy a annoncé la couleur. J'étais assez impressionnant, ceux qui n'ont pas vu par la conférence de presse, ou plutôt l'interview de sortie de match, où Jimmy Butler a dit « Je vous jure, sur la vie de ma daronne et de mon daron, qu'en fait, il faut pas qu'on dépende de notre tir extérieur. » Parce que c'est vrai que Miami a fait jour et nuit. Quand ils vont à Philly, tu l'as dit, ils sont atroces. Ils sont à 7 sur 35 et 7 sur 30 à 3 points sur les deux matchs. Oui. Une atrocité au shoot. Là, à Philly... si tes tirs ne rentrent pas, d'accord, mais derrière tu peux pas prendre James Harden 2018 dans la gueule. Non, et puis fin de match serré, donc le fameux Game 4 dont tu parles là, Butler, je vérifie, mais c'est bien là, il a mis 40 points, et Miami perd. Waouh. Et donc dans une fin de match serré, effectivement, le talent offensif d'un Harden ou d'un Embiid, en fait, ils n'ont pas vraiment ça, Miami. Non. Donc il a raison, Butler. Et si Miami vient avec le couteau entre les dents et agressif en défense, comme ils ont su le faire au match 5, je rappelle, quand même, ils ont mis 85 points seulement. Non, mais... Ils ont passé un mauvais moment. Ah, de toute façon, ils ont retiré la prise quand ils ont vu que ça allait passer à plus 30. Oui. Et c'est vrai que Miami a l'opportunité de finir en 6, ne prend pas le risque de jouer un Game 7. Parce que, comme tu l'as dit, je sais pas, Danny Green prend feu, James Harden fait un énorme match, Joel Embiid serre les dents, t'as les lancers dans ton coin. Miami peut pas prendre le risque. Est-ce que Alex, Miami finit en 6? Je suis pas sûr. Non, je verrais bien. Je verrais bien un Game 7. J'aime bien les paroles de Jimmy Butler. Et je pense qu'il va se donner et tout. Maintenant, j'ai trouvé vachement intéressant la façon dont Philadelphie a réagi à domicile en étant mené 2-0. J'ai trouvé assez intéressant la façon dans laquelle Embiid est revenu, c'est-à-dire il est revenu mais sans demander tous les ballons au poste et tout, parce que il le sait, il doit le savoir mieux, il est diminué, il a un peu mal au pouce, il a machin et tout. Donc, ça se voit, ouais. Et par contre Embiid il change la défense quand même. Et même l'attaque, hein. Rien que par sa présence, les Évidemment. Yeux, t'es là genre... Et donc... Toi tu vois un 7. À la maison, avec le public qui va les pousser, si ça veut un peu rigoler pour Philadelphie, ouais, je pense qu'ils peuvent arracher un Game 7, ce que je n'aurais jamais pensé
Avant 2-0. la série. Ouais, et même à 2-0. Même à 2-0, oui, tout à fait. Moi, je pense que ça finit en 6. Et justement, c'est le plus probable. Dites-nous, Philly Miami, ce que vous en pensez. Forcément, on en parle un peu moins parce que c'est une série où je pense qu'on va voir sur le finish, il y aura plus de choses à analyser sur le finish. Parce qu'il y a beaucoup d'amertume de fans de Philly qui disent si on avait eu un Embiid à 100%. Bah, normal. Hein. Il y a des fans du 8 qui disent putain, what the fuck avec la cuisse de Kyle Lowry. C'est un vrai truc à suivre. Attention, Miami, si ça passe ce tour, parce que Lowry a l'air vraiment pas bien avec sa jambe, quoi. Ouais. Oh là là. Ouais, tout à fait. Tu peux contre ce Philly là, mais alors si t'affrontes les Bucks ou les Celtics avec un Kyle Lowry diminué. Compliqué. Après, on verra, mais c'est compliqué. C'est compliqué. On change de conf ? Ouais. Tu veux passer par laquelle d'abord ? On fait par chronologie. Nous sommes revenus de Memphis avec une série qui aurait pu se terminer. On avait vu une série qui avait démarré de manière très très forte. On avait vu 1-0 pour Golden State avec des clés de bras, des blessés, c'est de la faute, c'est intentionnel. Est-ce qu'il faut écarteler Dillon Brooks ? Est-ce que c'est la faute ? Est-ce qu'il faut pendre Jordan Poole, etc., etc. Un partout, puis 2-1, puis 3-1. Retour à Memphis en étant mené 3-1. Stephen Curry, whoop that trick. On va les finir. Très belle réaction de Memphis. Horrible match des Warriors. J'ai même pas envie de tourner autour du pot. Ils ont été nuls. En fait, ouais, ils ont été nuls, mais ce qui est assez fort avec cette équipe de Memphis, c'est que Memphis leur a même pas laissé l'opportunité d'être bon. Ah non. Mais ils s'en veulent, je pense, du match 4. Parce que le match 4, c'est une bouillie de basket. C'était atroce. Et ils auraient pu le gagner. Et ils auraient pu le gagner, en fait. C'est qu'il faut que Steph se chauffe dans le 4e quart et que les finishes soient horribles et que Dillon Brooks fasse de la merde sur ce match. Mais Memphis y était. Et ils nous ont rappelé, là, j'ai l'impression, Alex, avec ce Game 5, que la stat, elle est réelle. Les matchs sans Ja Morant cette saison, ils sont forts. Ils sont forts, ils défendent mieux sans Ja Morant, je trouve. Et surtout, ils ont un côté groupe qui se soude là, qui est vraiment magnifique, quoi. Là-dessus, Taylor Jenkins et... On peut dire ce qu'on veut de Dillon Brooks, mais mine de rien, il apporte son énergie et tout. J'ai bien aimé, vraiment, enfin j'ai bien aimé, j'ai adoré même le côté défense collective de Memphis, au-delà même de leur attaque qui a été aussi très collective. On voit, je peux regarder la feuille, mais la marque du coup sans Ja Morant, la marque c'est réparti, de toute façon, est très répartie. T'as 3 mecs à 21 points. Jaren Jackson Jr., Tyus Jones, et Desmond Bane qui fait son match. Ouais, son match, je veux dire, j'en parle parce que c'est pas... Blessé au dos. Ouais, il a mal au dos et ça se voit depuis le début des playoffs. Depuis le début de la série contre les Warriors, surtout. Ouais. Je suis d'accord. Et le banc qui a eu beaucoup de minutes, du coup, parce qu'ils les ont quand même tellement défoncés que du coup, mais du coup, c'est du vrai taf, quoi. Anderson, Brandon Clark, même le rookie, là, Zaire Williams. Super. Même points. Ouais, bien sûr, mais ses entrées sont très bonnes. Memphis a fait le travail qui était de repousser la série. Et d'imaginer un potentiel Game 7 à domicile, mais surtout un Game 6 où tu vas aller au Chase Center. T'as l'impression que Golden State s'est dit allez, on va rentrer à la maison et on va finir le boulot comme il faut. Il faut finir. Et puis surtout, je trouve que ce match a mis en lumière, et Memphis met en lumière un truc très important sur lequel il faut se poser la question côté Golden State. Memphis défend très bien. Memphis, c'est une équipe qui est capable de défendre, de switcher. Il y a des jeunes athlétiques dans tous les sens, très bien disciplinés, organisés, qui ont bien compris les systèmes adverses, qui les ont bien bossés. Enfin, ça se voit, quoi. Il y a un côté très physique, très énervé dans Memphis, mais également avec un coach qui a beaucoup réfléchi tactiquement. Tu sens que les joueurs sont bien préparés, quoi. Bien sûr. Et là, ces Warriors et ce match 5 en est un grand symbole. De plus en plus, ils ont besoin du rendement offensif de Jordan Poole. Jordan Poole a été cataclysmiquement nul là dans ce Game 5. Nul. Aucun impact, rentre pas un tir, il a pas le bon body language, il a pas d'agressivité, limite t'as l'impression, tu dis mais qu'est-ce qu'il a ? Il est blessé au genou ou quoi ? Enfin tu vois, genre voilà. Et du coup, c'est à Curry, très très bien défendu par les Grizzlies, et à Thompson, fait un match un peu meilleur, mais il met pas le feu là, Klay Thompson, dans ses playoffs. Du coup, le côté small ballisé aussi, où tu joues avec Kuminga, Wiggins, Draymond, donc t'as pas vraiment de vrai pivot là-dedans, loin de là même, tu vois. Et du coup, tout ça mis ensemble, entre Jordan Poole qui a pas le bon rendement et tout, ça pose la question de jusqu'à quel point les Warriors peuvent se passer finalement d'une grosse production de leur trio d'arrière. En fait, ils peuvent pas. C'est un peu plus limité. C'est un problème. Ah, bien sûr. Ça va pas passer inaperçu.
Et tout à fait. Et... Quelle que soit l'équipe qui jouera en finale de conf, on va en parler après. Que ce soit les Mavs ou les Suns, on va en parler, mais ça défend bien. Ça défend intelligent. Ah non, là, c'est... Et là, Memphis te montre le chemin. En gros, le chemin, c'est Curry, voilà, faut s'occuper de lui à fond, et puis on voit pour Jordan Poole. C'était assez facile contre Denver, no disrespect envers les Nuggets, mais on savait comment allait se passer cette série. C'est un vrai test pour Golden State, cette série. Parce que là, tu peux voir les trucs sur lesquels ils ont besoin de travailler. N'oublions pas que Steve Kerr n'est pas là. C'est vrai. Aussi. Et que tu sens aussi la différence quand il y a Mike Brown. Tu crois que Mike Brown, c'est un moins bon coach que Steve Kerr ? Non, on va laisser les fans des Kings nous confirmer tout ça. Voilà, c'est ça. Nouveau coach de Sacramento. Mais Steve Kerr, Covid protocole. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là en ce moment. Golden State finit en 6 ? Il faut. Si Golden State se retrouve à devoir faire un match 7 au FedEx... Non, mais arrêtez. Si Memphis arrache ce match 6 et force le Game 7, voilà. Immense respect. Mais non, mais je pense que Golden State va finir, ouais. Golden State doit finir en 6, bravo à eux. Évidemment, déception de ne pas pouvoir avoir du Ja Morant parce que vraie blessure, bone bruise comme on dit, au genou droit, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, il y a eu toute cette affaire qui était un peu moche, autour de savoir si c'était intentionnel, pas intentionnel, c'était la faute de Jordan Poole ou quoi que ce soit. Bon, on va passer outre. Mais c'est pas un beau geste, hein. Comment ? C'est pas un beau geste quand même. De Jordan Poole ? Ouais, mais j'ai pas l'impression que... Il y a eu beaucoup de genre, t'es là-dessus qui se blesse, alors qu'en fait... Ah, ça, effectivement, j'en sais rien. C'est un peu... Bon, on s'est un peu rendu compte par la suite que c'était peut-être des actions antécédentes, mais on va pas en reparler. Ce qui est sûr, c'est qu'on souhaite à Ja de revenir très très vite, parce qu'il a été extraordinaire sur bien des moments de ses playoffs. Je te suis, il faut finir en 6 Golden State pour essayer justement de voir qui tu vas affronter au tour suivant. Terminons, Alex, avec Phoenix Dallas. Nous sommes sur une série où Phoenix a démarré 2-0. On s'est dit, tiens, on en discutait. Ça finit en quoi ? En 5, en 6. Et ben, Dallas a bien réagi à domicile, 2 partout. Gros Game 5, bravo. Des matchs 3 et 4 absolument horribles à suivre en tant que fan des Suns. Pour plein de raisons, hein. Et les arbitres, on peut en parler si vous voulez, mais ça m'intéresse pas plus que ça, même si, là, pour le coup, je suis bien obligé de dire que c'est tellement nul, l'arbitrage du Game 4, c'est chaud quand même d'être nul à ce point-là. Mais bon, le Game 3 était horrible à regarder, parce que haché, enfin, genre le Game 3, il a duré 4h30, quoi, tellement il était haché, et le Game 4... il était haché. Il y a des calls, voilà. Mais par contre, s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever, alors là, on est dans la série de la chouine, level plus. C'est insupportable. C'est... Oh là là. Alors, ça distribue du vice dans tous les sens. Ça chouine, mais il n'y a pas un call qui n'est pas contesté. C'est vraiment relou. Luka est insupportable. Chris Paul, Booker, il est tout le temps en train de réclamer. Tout le monde. Comment... Jay Crowder. Oui, Jay Crowder, ça c'est sûr. Dorian Finney-Smith, même Jalen Brunson. Enfin, de partout, ça y va. Jason Kidd. Voilà. On est sur des niveaux... Ce qui est assez impressionnant dans cette série, c'est qu'on a deux équipes qui sont très cérébrales, très jeu d'échecs, très bien, hein. Très tactique. Ouais. Ça réfléchit beaucoup, des deux côtés, chacun avec ses armes, ça utilise. Et Jason Kidd qui nous sort Frank Ntilikina, et vas-y, va défendre sur Booker. Et Bertans, allez hop. Ouais, voilà, Bertans qui met quelques 3. Kleber, on en avait parlé, qui joue un rôle très impressionnant et très important dans l'attaque et la défense de Dallas. Mikal Bridges qui a du mal dans cette série parce que aussi on oublie, mais Dallas le gère très très bien et tout l'empêche. Chris Paul qui a vécu quand même un calvaire au Game 3 et au Game 4. Et au Game 5 pour partie aussi. Là, honnêtement, Cricri, c'est le fan des Suns qui parle. Mon poteau, s'il te plaît. Me fais pas cette régulière. Me fais pas cette régulière pour me faire ça en demi-finale de conf, s'il te plaît. Cri. Oh. T'es d'accord ? Ben oui, avec tout ce qui s'est passé en dehors des terrains, mais sur le terrain, oh là, il faut. Son Game 5 est pas top. Merci Devin Booker, merci Mikal, merci Cam Johnson, merci Ayton, etc. Merci la défense, vous avez été irrespirable. Voilà, c'est sûr. Mais tu vas à Dallas, là. Chaud. On a besoin de Chris Paul, là. Et là... Et ben comme pour Miami, je sais pas si tu penses pareil, mais si vous êtes l'équipe numéro 1 de la NBA et que vous avez les ambitions d'aller chercher la bagouze, ne prends pas de Game 7 contre Luka, Jason Kidd et compagnie. Non.
finit en 6 comme un patron qui est le meilleur bilan de la NBA, le meilleur bilan à l'extérieur. C'est compliqué, mais bordel de queue, excusez-moi, mais allez-y là les Suns. Je suis d'accord, mais moi je suis d'accord. Hein. Parce que déjà que les Pels, c'était pas rouleau compresse. Hein. Non, tout à fait d'accord. Pas du tout. Mais tu vois, justement, c'est là où moi personnellement, je veux dire, ça va, c'est passé au premier tour, mais je pense que les Suns sont clairement favoris contre les Mavs et j'espère bien que ça va les finir en 6 et tout, mais clairement, ils sont beaucoup moins souverains qu'ils l'ont été en régulière. Clairement, ça se fait un peu caca dessus, notamment du côté de Chris Paul et de Michael Bridges. Je suis désolé, c'est la vérité. Ayton aussi s'est fait pas mal. Ouais, Ayton aussi. Après, Ayton, je peux pas lui mettre forcément des circonstances atténuantes, mais je pense qu'il y a aussi un problème tactique autour d'Ayton. Oui, bien sûr, mais il faut muscler le jeu. Faut muscler. Mais tu vois... Qu'est-ce que c'est soft parfois? Ah ouais. Mais en fait, les Suns, les Suns. Déjà, les Pélicans, ils se sont fait bouger athlétiquement par les Pélicans. Les Pélicans les ont bougés athlétiquement. Ils ont joué grand avec McCollum à la main et sinon t'avais que des mecs, les Herb Jones, Brandon Ingram qui te rentrent dans la bouche et Alvarado et tout. C'était ultra relou. Et donc, en plus, blessure de Booker, faut quand même pas l'oublier. Oui. Parce que là, on le voit bien dans le match 5. Même le match 4. Hein. En fait, les matchs qu'on perd à Dallas, Booker, je te dis pas qu'il a été extraordinaire. Au moins le match 4, par exemple, genre il y avait que lui qui arrivait à scorer. Bah ouais, bien sûr. Parce que c'est lui qui décide. Tu peux pas trop arrêter Devin Booker. Non. Ils ont beau mettre Dorian Finney-Smith, qui est un défenseur extraordinaire. J'adore Dorian Finney-Smith. Je trouve Reggie Bullock aussi. Bullock aussi. Ils sont forts. Hein. Mais c'est vrai que Devin Booker, il a ce côté un peu, ça va être chiant de défendre sur lui. Hein, putain. Il fait un game 5 vraiment lourd, Devin Booker. Extrêmement propre, et en plus ça se trash talk avec Luka Doncic et tout, c'est quand même rigolo de les voir deux jeunes joueurs là quand même, ça rigole pas en attaque et tout. Les Suns gagnent collectivement et sur leur défense, et puis les Mavs se sont chiés dessus, puis ils ont pas eu leur adresse de folie qu'ils ont eu à la maison aussi, donc tout de suite face à la défense des Suns, tout se complique. Donc c'est une grosse branlée hein, quand même le game 5, faut quand même, on va pas se mentir, hein, c'est une énorme fessée. Sur la deuxième mi-temps. Le troisième quart. Oui, voilà. Le troisième quart. Mais oui, il y a égalité à la mi-temps. Ouais, mais ça sort du vestiaire et ça met plus 20 dans le troisième quart. C'est violent, le troisième quart. C'est horrible. Les Suns peuvent te faire ça. Et donc, du coup, effectivement, on a envie de dire, oh les gars, faut aller finir en 6, t'as pas envie de jouer un Game 7, mais les Suns sont pas non plus si rassurants que ça. Hein. Tout à fait, et on parle beaucoup de Phoenix, mais respect à Dallas, qui nous fait des playoffs où ils étaient diminués sans Luka pour démarrer contre Utah, ils ont terminé le Jazz. Ensuite, ils jouent Phoenix, ils sont clairement pas favoris. Et chapeau Jason, chapeau Luka, chapeau tous les garçons parce qu'ils tiennent dans cette série. Qui s'est adapté et tout. Non, tout à fait. Non, ils ont vraiment. Dallas peut sortir de cette série et de ces playoffs. On verra comment ça se termine en se disant, ok, on n'a pas beaucoup de flexibilité, on reparlera de cet été, etc. Mais on a un truc. On a quelque chose vraiment où on peut consolider et devenir un poil à gratter de la conférence Ouest. Ouais, et puis vraiment, au-delà même de ça, à court terme, ils peuvent tout à fait se dire, déjà on va gagner le Game 6 et puis on va voir ce qui se passe au Game. Et vraiment. Hein. Ils peuvent. Maintenant. Leur public va les pousser et tout, ils vont avoir les calls, ça va être comme au Game 4, hein, on le sait. Vrai ou faux, je veux bien l'avis des gens et tu me dis, je mets on the spot comme on dit. Vrai ou faux, Miami, Milwaukee, Boston et Golden State sont plus impressionnants que Phoenix sur ces playoffs. Oui, c'est vrai. Après Golden State, sur les derniers matchs, je suis un peu mitigé. Serein. Mais il y a bien 2-3 équipes qui font des meilleurs playoffs que Phoenix pour le moment, et c'est pas normal. C'est pas normal, je suis d'accord. Et en fait, le truc qui me surprend le plus, c'est l'irrégularité de Phoenix. Ouais. Et notamment offensive. Parce qu'en fait, la défense, elle a plutôt bien répondu, même dans le Game 4 qui est horrible, où ça se fait siffler des fautes un peu... Voilà, on peut discuter, mais bon, bref, c'est pas le problème. Mais genre, Chris Paul, en fait, je lui en veux de prendre des fautes de gamin comme ça, ok, d'accord. Par contre, mais je lui en veux surtout c'est quoi en attaque? Non? Putain. Ouais, putain. Quoi, ça? Ouais, tu prends tes fautes, mais au moins fais-leur mal en attaque. Parce qu'ils envoient Dorian Finney-Smith ou Reggie Bullock ou des gars comme ça, mais ils les envoient sur Booker. Hein. Chris Paul, il va pas me dire qu'il peut pas jouer Jalen Brunson. Ou alors si Chris Paul peut pas jouer Jalen Brunson, bon bah qu'est-ce que tu veux que je te dise moi. Non mais franchement il m'a saoulé. Là depuis 3 matchs il me saoule. Dallas a aussi bien ajusté. Ça fait beaucoup en fait 3 matchs. Tout à fait. Et Dallas a bien ajusté aussi. Ils ont dit on va le faire travailler aussi un peu en défense, Pépère. C'est bien joué. C'est bien. Mais
Chris Paul qui perd autant de ballons, qui score aussi peu, qui fait autant de petites erreurs, qui pèse pas du tout en attaque, qui se fait manger au niveau du vice, au bout d'un moment... Et comme en plus derrière Monty, il essaye Cam Payne, mais alors moi dès qu'il fait rentrer Cameron Payne, là sur ses playoffs, je fais... sors-le, s'il te plaît. On a tenu, c'est bon. Sors-le, non mais franchement, je sais pas, je préfère clairement de très très loin les passages où en fait le 1 c'est Booker et tant pis ça fatigue Booker, mais au moins il n'y a pas Cameron Payne sur le terrain, parce que... non, je peux pas le voir sur le terrain. Non, c'est une il a pas le niveau là, il peut pas jouer dans cette série. Tu avais mis 4-2 Phoenix. Ouais, je maintiens, faut le faire. Franchement, je vais pas être serein moi si un Game 7. Hein. J'ai dit Phoenix en 7. J'ai dit Phoenix en 7 et je pense que ce week-end, on va bien s'amuser. Je sais pas, si un Game 7, je sens tellement Jason Kidd et Luka Doncic plus affûtés pour ce genre de match que Monty Williams et Chris Paul. Oh merde, franchement. C'est vrai. Je te le dis, je le sais, je le pense vraiment. Tu fais la meilleure saison de ton histoire et là on va stresser sur un Game 7 à domicile. Alex, merde. Vas-y, ose me dire que Chris Paul te rassure là depuis 3 matchs. Non, ça me rassure pas, mais rassurez-moi en tant que meilleure équipe de NBA, on avait dit que ça allait. Est-ce que Phoenix est la meilleure équipe de NBA sur ses playoffs? Non. Non, c'est bien c'est pour ça que je te dis en deux spots. Tu viens de le dire. Sûr, mais après je dis pas que Dallas est forcément meilleur que Phoenix et tout ça, et je pense que en fait ce qui m'énerve, et je veux pas juste m'acharner sur Chris Paul, mais quand même un peu parce que l'autre c'est là le point god machin, il est énorme. Gros, fais-nous gagner cette putain de série, t'as juste à être average. Sois average une fois et franchement on gagne. Non, là il est même pas average. Là il... Waouh. Rendez-vous à Dallas. Ah ouais. En 6 pour Alex et en 7 pour Bibi. Voilà, si ça va en 7 là. Je sais pas si je suis capable de le commenter. Oh là, s'il y a un match 7. On va suivre tout ça. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on est sur des très très grosses et belles demi-finales. C'est un régal absolu. On va ensuite passer sur la finale de conférence. Comme d'habitude, juste quelques petites news pour finir. La première, c'est que vous aurez évidemment de la preview de série quand ça aura bien basculé. Ça va être un rythme intense, parce que ça enchaîne en NBA. Ce samedi, on sera à Toulouse. Oui. C'est vrai, tu as raison. Nous allons à Toulouse. Nous allons parler rugby et saucisses. Exactement. Rugby et saucisses. Du côté de Labège, la Fnac de Labège. Fnac Labège. Fnac Labège en un seul mot. Voilà, donc les Toulousains et Toulousaines. On va chez Gilles. Exactement. N'hésitez pas à venir, histoire qu'on s'éclate. La bise aux copains de Nancy qu'on a vu le week-end dernier. On mettra des petites punchlines. Exactement. Et vraiment, je vous le souhaite. Égalisation de Dallas, comme ça vous aurez Alex en séance de dédicace à 3 partout. Franchement, je sais pas si j'y vais. Non, j'ai connu. Et s'il y a 4-2, évidemment, il sera le premier, genre, allez, viens faire une photo. C'est clair. Tu sais, genre, allez les gars. Ah, t'es fan de Dallas, tiens, c'est marrant. Ah bah, s'il y a 4-2, ramenez pas vos maillots des Mavs, parce que là... Bah là, il va être taquin, comme on dit. Du coup, on vous fait des bisous. On se retrouve évidemment pour d'autres petits apéros sur la chaîne YouTube de Trash Talk. À la prochaine. Ciao. Très bonne fin de demi-finale. Ciao.